On peut conclure notre... peut-être, vous voulez dire quelques mots, les jeunes chirurgiens, peut-être encore? Ah oui, on y va. Robin Baudouin. Oui. Et notre ami Yassi, qui vont continuer peut-être à... On a encore un petit débat entre jeunes chirurgiens pour nous dire ce qu'ils attendent un petit peu de ces évolutions. Vous voulez que je... Ensemble. Ok. Venez au pupitre. Venez tous au pupitre parce que comme ça, ils peuvent participer. Peut-être pour prendre la parole et faire gagner du temps à tout le monde. Je ne sais pas s'il y aura débat. Robin Baudouin, je suis chirurgien ORL. Voilà. Robin Baudouin, je suis chirurgien ORL à l'hôpital Foch et à l'université de Versailles. Donc je vous remercie bien sûr de m'avoir donné l'occasion de parler. Et pour qu'il n'y ait pas finalement ou très peu de débat, en préparant cette rapide table ronde, j'étais assez pessimiste. Le temps de formation diminue. Et il y a une injonction que moi-même je n'ai pas connue, c'est pas de première fois chez le patient sans avoir été convenablement formé, sans avoir répété le geste. Et finalement, en ayant assisté à toute cette journée, on se rend compte qu'il y a énormément de solutions. Et peut-être deux choses, et je finis mon intervention là-dessus, c'est des outils polyvalents, et il y en a plein, qui peuvent servir à toutes les spécialités, et même dans une spécialité comme l'ORL, à différentes interventions, à différents actes, alors qu'on a quand même une spécialité extrêmement technologique, donc des outils polyvalents, et surtout une coordination, une unification. Et je pense qu'il y a l'Académie de chirurgie en premier, qui est la structure à même de pouvoir l'apporter, donc je vous en remercie, et de coordonner donc les industriels, les partenaires scientifiques, les partenaires gouvernementaux, donc polyvalence et coordination. C'est la formation du CNJC, c'est-à-dire qu'ils ont l'art des punchlines. En 3 minutes, ils te disent vraiment l'essentiel, et tu pars avec quelques idées simples, mais en même temps très claires, qui peuvent expliquer quelque chose de très compliqué. Et je crois qu'ils sont vraiment très forts. Ils ont été un peu acculturés par notre ami, par l'ensemble du système du CNJC. Je crois que c'est l'idée, c'est allons-y, on fait des punchlines et on y va. À toi, la gynécologie obstétrique. Bonjour, donc Frédéric Glissenstein, donc je suis gynécologue obstétricien aux hôpitaux de Saint-Maurice et président de l'association des gynécologues obstétriciens en formation. Donc c'est toujours les mêmes messages, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'outils, il y a énormément de ressources en France qui sont parmi les meilleures du monde, de très loin. Et en fait, il faut qu'on ait une union entre tout ça. Là, pour l'instant, c'est complètement dispersé. Il n'y a pas beaucoup d'entraide. Il y a parfois aussi les sociétés savantes, effectivement, qui ne jouent pas toujours le jeu. Entre les industriels, beaucoup de mélanges. Et finalement, on pourrait simplifier tout ça. Ce serait extrêmement simple, puisque la loi nous le permet, la loi anti-cadeau nous le permet. Donc je pense que c'est le rôle de l'Académie, c'est le rôle de toutes les associations de jeunes gynécologues, d'exiger un minimum de sérieux dans toutes nos formations. Tu devrais faire de la politique, hein. Oui. Je m'appelle Yaëssi Rémy et je suis chef de clinique assistant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en ophtalmologie. Et justement, donc j'étais venu ici un petit peu rapporter les comptes rendus du groupe de travail en ophtalmologie. Et nous, en ophtalmologie, c'est un petit peu plus simple, on va dire, au niveau de la formation chirurgicale, parce qu'on a une opération qui domine totalement l'activité chirurgicale, qui est l'opération de la cataracte, qui est aussi l'opération chirurgicale la plus pratiquée en France, avec 1 million d'interventions. Et c'est sur ça vraiment que se concentrent les efforts de la formation, notamment via des simulateurs qui sont de mieux en mieux faits. On en a notamment un qui est présent depuis 2004 et dont l'objectif est qu'il soit réparti le plus largement possible sur le territoire français. À notre connaissance, à la connaissance du COUF, il y a sur les 23 CHU français seulement 17 qui ont ce simulateur. Et ça entraîne justement de grosses distorsions dans l'accès à la formation pré-patient entre les différents CHU de France. Il y a notamment des enquêtes qui ont été réalisées qui montraient qu'on pouvait, dans l'accès à la chirurgie sur les opérations de la cataracte, avoir des écarts de 10 à 20 chirurgies de la cataracte réalisées jusqu'à plus de 300 en région parisienne. Donc, un des objectifs primaires, c'est effectivement de se focaliser sur cette opération-là et d'essayer d'homogénéiser un internat qui est très, très, très hétérogène en ophtalmologie. Merci. Si vous étiez le conseiller de nos ministres, vous leur proposeriez quoi comme coordination? Comment vous imaginez que c'est hétérogène? Il y a des lacunes, il y a des trous dans la raquette. Comment arriver à remplir les trous?
De quelle manière? La mutualisation? Comment? Etc. C'est un peu. Est-ce que vous acceptez, par exemple, les échanges interchus, interrégionaux? Puisqu'il n'y a pas un simulateur là, pourquoi ne pas accepter les étudiants de l'endroit où il n'y a rien pour qu'ils aillent se former dans le CHU d'à côté? Peut-être, Christelle, tu fais ça, toi, avec Hugo? Vous faites pas ça? C'est un peu ça, c'est les échanges inter-CHU. Je crois qu'il y aurait une première réponse peut-être un peu simple. École de chirurgie. Un peu simple, c'est que c'est pas grave de prendre de se tromper quand on propose une nouvelle initiative, mais il faut essayer d'avoir une nouvelle initiative. La plupart des initiatives, elles datent d'il y a 10 ans, voire d'il y a 20 ans, comme on parle en ophtalmo, et ça ne s'est pas amélioré en 20 ans. C'est-à-dire que depuis 2004 à 2024, on n'a pas réussi à mettre des simulateurs dans chaque CHU ou à trouver une solution. Et je crois que c'est ça qui est vraiment le plus frustrant. Donc il faudrait un mode d'évaluation avec, c'est pas une sanction forcément qui a pour but d'être trop sévère, mais qui a pour but de s'améliorer l'année d'après. Et le temps disponible pour la formation diminue, le nombre d'internes en chirurgie augmente aussi, et la coordination, à mon avis, ne peut être que nationale. Pour diminuer aussi la charge mentale de l'interne en chirurgie ou du jeune opérateur, pour qu'il puisse aller à un moment se concentrer sur un temps relativement court, une semaine, se former n'importe où en France, et avoir les moyens et la facilité de le faire. Et ça, il faut une coordination nationale, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la structure. Alors demain, vous allez venir nous parler des échanges internationaux, parce qu'on est... Peut-être quand même, on est en Europe. On nous a dit, tiens, en Suisse, il y a un logbook. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas peut-être de trouver une coordination internationale un peu plus efficace? Demain, il y a des collègues de Bruxelles qui seront là. Arnaud de la Fontaine, que vous connaissez sûrement, qui va venir nous parler de les centres de formation et chirurgicaux en Belgique, finalement, apportent un certain nombre de solutions. Est-ce qu'on ne serait pas en mesure, finalement, de trouver un moyen, puisque vous êtes des associations déjà de jeunes chirurgiens organisés, est-ce qu'une association européenne, par exemple, et francophone, ça peut être des pistes sur lesquelles on pourrait travailler ensemble? Alors, on en a. Il y a des associations européennes et mondiales. C'est parfois difficile parce que ce n'est pas toujours les mêmes critères. Nous, on a eu la chance d'organiser la partie jeune du congrès international à Paris. Et pour vous dire, on n'a pas été intégré dans les financements, donc on a dû financer, on a dû faire, on n'a pas été intégré réellement. Ça a été un vrai combat à la fois de nos sociétés savantes et puis de nous-mêmes pour avoir des financements. Puis à la fin, ils ont fait tout un rapport, ils se sont auto-évalués, ils nous ont pas cités. Et finalement, c'est pas toujours facile à l'international, donc c'est très important de le faire, c'est important de voir ce qui se fait ailleurs, mais il faut qu'on soit très soudés aussi à l'échelle nationale pour vraiment être le plus efficace possible. Ici. Quelques compléments. Oui, quelques compléments. Il y a par exemple, quand on parlait du e-logbook, alors c'est pas strictement chirurgical, mais en Allemagne, ils l'ont mis en place pour la maquette DES. Donc ce serait peut-être aussi l'occasion de regarder comment ils l'ont mis en place comme piste pour l'implémenter. Le futur logbook qu'on va mettre en France. Eh bien, on va se revoir demain, donc, parce que j'espère que vous pourrez être là également. Parce qu'effectivement, on va entendre les collègues de l'ensemble des pays pratiquement du monde, mais dans l'espace francophone et international, multilingue, puisqu'on aura également des collègues américains. On a ici un charmant collègue qui est notre ami Gums, qui est vraiment une lumière dans le domaine de l'évolution de la nouvelle chirurgie, la chirurgie 4.0. Et on a un collègue éminent que j'aime saluer, qui est mon ami Rousseau Luis Martinez, de l'Uruguay, de Montevideo, et qui, lui, est président de la société uruguayenne de chirurgie. Et donc, voilà, il faut trouver des appuis internationaux dans nos efforts pour mieux travailler ensemble. En tous les cas, merci. Je crois qu'on peut terminer cette réunion de ce soir en vous remerciant tous d'être encore là, parce que c'était un peu lourd et un peu chargé, mais on a essayé d'apporter le maximum d'interrogations, peut-être de quelques réponses. Merci.